Voilà, bonjour Nadia. Bonjour. J'avais envie de te rencontrer. Nous avons échangé en fait un petit mail hier suite justement à la parution sur les réseaux sociaux d'un article de presse qui faisait état lors de la rentrée prochaine, donc en septembre 2021, de la possibilité de porter des signes convictionnels dans l'enseignement officiel organisé par la Wallonie-Bruxelles Enseignement. Je t'avoue que quand je l'ai vu, j'étais surpris parce que pour ce qui me concerne, je n'avais pas eu de feedback autre que celui-là. Et comme je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, j'aurais souhaité effectivement discuter un petit peu avec toi de l'origine, je dirais, de la position ici des établissements scolaires et de la réalité qui se cache derrière. Est-ce que toi tu en pensais, puisque tu as notamment écrit un livre que j'ai parcouru qui s'appelle Fichu voile, petit argumentaire laïque, féministe et antiraciste. Et puis je précise également, avant de te laisser la parole, que tu es licenciée et agrégée en philosophie et que depuis 2009, tu es maître assistante en philosophie à la Haute École de Bruxelles. Donc c'est une problématique effectivement qui te tient à cœur. Oui, alors il y a beaucoup de questions dans cette première question, hein. Oui. Donc d'abord, je pense que pour ce qui concerne l'origine de ce qui sonne quand même un petit peu comme un coup de théâtre, hein. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, enfin, personne ne savait qu'il y avait des discussions sur cette question-là. Je pense que l'origine, elle est à trouver simplement dans une volonté de WBE d'harmoniser les règlements d'ordre intérieur de tout l'enseignement supérieur qu'elle organise directement. Ce qui déjà pour moi est problématique parce qu'il me semble que la situation qui prévalait jusqu'ici était finalement la situation la plus juste, c'est-à-dire qu'au fond, jusqu'à présent, les hautes écoles décidaient en fonction de leur situation particulière et donc aussi en fonction de leur mission, je veux dire de ce à quoi elles formaient, de ce à quoi elles destinaient leurs enseignants, leurs étudiants, pardon, euh, s'il était opportun ou non de leur autoriser le port de signes convictionnels. Et donc, ce qui prévalait très, très largement, c'est que dans l'enseignement supérieur, la règle, c'est effectivement l'autorisation, parce qu'on ne voit pas très bien pourquoi on interdirait à des jeunes adultes d'afficher leurs convictions religieuses, politiques, etc. Enfin, c'est un peu comme à l'université, hein. Je veux dire, l'université autorise les signes convictionnels. Euh, Parce que je dirais que l'argument principal qui vaut dans l'enseignement obligatoire ne vaut plus, c'est-à-dire la protection des mineurs finalement contre les influences qu'ils pourraient subir, le prosélytisme, etc. etc. Et il y avait un règlement différent qui prévalait dans l'enseignement supérieur pédagogique, où là, on considérait que puisqu'on formait de futurs enseignants qui allaient être soumis au décret neutralité, il était important que dès leur entrée dans l'enseignement supérieur, ils se mettent en condition, j'ai envie de dire, d'être neutres et d'apparaître comme neutres. Et moi, ça me paraissait quelque chose de tout à fait logique, en fait. Alors évidemment, je suis pleinement concernée par cette question-là, puisque non seulement, comme tu l'as dit, je me suis quand même beaucoup intéressée à cette question des signes convictionnels, à la question de l'enseignement, à la laïcité, etc. Mais je suis aussi professeure de neutralité. Et donc, c'est vrai que je trouve que c'est quand même quelque chose d'un peu curieux de considérer que la neutralité est une compétence essentielle à développer chez les futurs enseignants, euh, tout en ne se donnant pas les moyens de vérifier si ces étudiants sont prêts à accepter, je dirais, le contrat. C'est-à-dire, être enseignant, ça signifie renoncer à témoigner de ses convictions politiques et religieuses quand on est devant ses élèves. Donc, il me semble que la moindre des choses, c'est déjà, dès la première année, de pouvoir leur dire, voilà, vous entrez dans une formation professionnalisante, est-ce que vous pouvez faire la preuve qu'au moins vous êtes capable d'accepter l'idée d'enlever vos signes convictionnels pendant le temps où vous êtes à l'école. Moi, je trouve que c'était un très bon signal concernant la volonté de jouer le jeu, j'ai envie de dire, des étudiants qui nous étaient confiés. Et maintenant, voilà, on va devoir accepter de former des étudiants qui n'auront plus eu à donner ce signe minimum, parce que la neutralité, c'est évidemment beaucoup plus que ça. Je veux dire, s'arrêter à la question des signes convictionnels, c'est s'arrêter évidemment à
partie émergée de l'iceberg. Hein, je veux dire, en dessous, il y a tout le reste. Il y a le rapport entre science et croyance. Il y a la question de la théorie de l'évolution. Il y a la question de la liberté d'expression. On l'a vu avec l'affaire Samuel Paty, les caricatures de Charlie Hebdo, etc. Donc, il y a toute une série de questions qui sont extrêmement compliquées à travailler avec les étudiants dans le cadre du décret de neutralité. Et donc, cette question des signes religieux, pour moi, c'était vraiment un premier, je dirais, un premier signe, un premier gage donné par de futurs enseignants du fait qu'ils acceptaient de jouer le jeu. Oui. Donc, je suis vraiment très, très, très triste qu'on ait renoncé à ce petit geste minimal qu'on leur demandait. Et je suis aussi interpellée par les motivations qui sont mises en avant par Julien Niquez, donc, qui est l'administrateur général de WBE, qui dit au fond qu'il fallait autoriser les signes convictionnels pour qu'aucune jeune fille ne soit privée de l'accès à l'enseignement et ne soit privée de l'accès à l'emploi. Alors ça m'interpelle beaucoup parce qu'au fond, je me dis qu'il y a là quelque part comme une reconnaissance du fait que le fait de porter le voile est quelque chose de tellement obligatoire aux yeux de certaines qu'il n'est pas envisageable qu'elles l'enlèvent. Mhm. Sinon, on Si ne voit c'est- pas très bien pourquoi on dirait que leur imposer d'enlever leur voile, c'est leur interdire de faire des études. Ça n'est pas du tout leur interdire de faire des études, évidemment. Toute personne est libre de s'inscrire dans une école et de la fréquenter ouais, en respectant le règlement d'ordre intérieur. ouais. Bah, Euh, c'était déjà un peu l'argument bateau, évidemment, au moment de l'interdiction de la burqa, hein. Ce sont toujours les mêmes arguments qui reviennent sur le tapis. Au nom de la liberté religieuse, au nom du droit à l'émancipation, permettez-moi de circuler en rue, quel que soit mon vêtement. Permettez-moi effectivement de, 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 de suivre les cours comme je l'entends, et pareil évidemment au niveau des fonctions dans l'administration. Moi, ce qui m'étonne en fait, Nadia aussi, c'est que finalement, tu parlais de conseil d'administration, on a l'impression qu'il y a eu un consensus apparemment trouvé aisément, soi-disant au nom de l'intérêt général, alors même qu'il y a peu justement été débattu devant la Cour constitutionnelle le règlement intérieur justement de la Haute École Léo Ferrer, et la Cour constitutionnelle s'est prononcée en faveur du règlement par un arrêt du 4 juin 2020. Donc, on aurait pu se dire, fort de cet arrêt et fort donc des arguments juridiques qui ont déjà été de part et d'autre développés, hein, liberté de croyance, article 9 de la Convention des droits de l'homme, liberté religieuse, etc. Finalement, tout ça a déjà été débattu et la Cour a validé ce règlement. Donc, on aurait pu se dire, eh ben, ceux qui sont effectivement démocrates, ceux qui sont pour l'émancipation de la femme, le droit à l'égalité, éviter les pressions, etc. Parce que le projet pédagogique de la Haute École Léo Ferré, c'était justement de permettre un environnement neutre, c'est-à-dire qu'on laisse ces signes convictionnels à la porte de l'établissement. L'établissement scolaire, effectivement, a la possibilité de donner un enseignement, je dirais, complet, sans avoir égard finalement à la manière dont effectivement on vit ses propres croyances. Et donc, moi, je m'étais dit justement que par rapport à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, ben, c'était bon, quoi. C'était un argument extrêmement fort. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a pu penser, et c'est ce que j'ai pensé aussi. Hein. J'ai accueilli cet avis de la Cour constitutionnelle en me disant, ben voilà, ça c'est une bonne chose. Euh, non pas parce que la Cour constitutionnelle aurait dit il faut interdire les signes convictionnels, mais parce qu'elle disait on a le droit de les interdire. C'est une interprétation de la neutralité Mm. qui est tout à fait défendable, qui n'est pas du tout opposée à la liberté religieuse, qui n'est pas du tout opposée pardon, à la liberté d'enseignement ou au droit de fréquenter une école, etc. etc. Et donc finalement, elle permettait le statu quo. Elle permettait à chaque école de se positionner en disant, ben voilà, il y a plusieurs conceptions de la neutralité qui coexistent en Belgique et aucune n'est par principe illégitime. Et je crois qu'en fait, assez curieusement, cet avis, pour nuancer qu'il soit, a été un véritable détonateur, en fait. Ouais. Je crois, mais ça c'est évidemment quelque chose que je ne peux pas objectiver, mais c'est comme ça que je ressens les choses. Je pense que certaines associations
intersectionnelle, féministe islamique, etc., enfin toute cette mouvance qu'on connaît bien, ont vu dans cet avis de la Cour constitutionnelle un véritable danger. Et se sont dit, il faut prendre les devants, parce que si nous ne prenons pas les devants, de plus en plus de lieux où la neutralité est de mise vont se dire, ah ben, puisqu'on a le droit d'interdire, on va interdire. Et donc, elles ont pris les devants en disant, on va faire le forcing pour autoriser. Et c'est ce qui s'est passé. D'abord, on a eu le député Jamali Kasban qui a interpellé Rudy Vervoort à la COCOF pour s'assurer que malgré cet avis de la Cour constitutionnelle, l'enseignement de la COCOF allait bien maintenir sa promesse d'autoriser les signes convictionnels donc, dans l'enseignement de promotion sociale. Ensuite, on a eu Molenbeek avec le règlement d'ordre intérieur, enfin le règlement de travail pour les fonctionnaires publics de la commune, où là aussi il y a une véritable charge pour dire il faut autoriser, ce qui était d'autant plus incroyable que rien n'interdisait. C'est complètement hallucinant en fait. Hein. Dans le règlement de travail de la commune de Molenbeek, rien n'interdisait le port de signes convictionnels. Mmh. Et donc ça ne suffisait pas, il fallait graver dans le marbre que ça allait être autorisé dorénavant. Et troisième étape, selon moi, et c'est la même logique, c'est WBE, enfin, c'est le forcing à WBE, de dire voilà, engrangeons des points en fait, puisque si nous ne faisons rien, nous les partisans d'un, d'un, d'un quoi d'une vision multiculturelle, mouvance woke, intersectionnelle, etc., etc. Si nous n'agissons pas, d'autres vont agir et les autres, ce seront les laïcs, enfin les laïcards, les islamophobes, etc., etc., qui eux voudront interdire. Donc on doit marquer des points en autorisant partout où c'est possible. Et je ne sais pas où on va s'arrêter. Ouais, mais justement, dans un État démocratique, en fait, et par définition, en Occident, sécularisé, comment se fait-il que les valeurs universelles ne soient pas justement portées par les politiques pour précisément mettre un frein à cette volonté toujours plus criante des religions de revenir dans la sphère publique, dans toutes les sphères de la société, alors qu'on a connu évidemment nous aussi cette difficulté à pouvoir s'extraire de la religion catholique qui est extrêmement prégnante dans la société. On s'en extrait et on a l'impression en fait que la religion catholique a retrouvé, je dirais, une place plus équilibrée dans la société et donc il y a un rapport plus sain et la religion c'est plus une question de privé, de vie privée. Et ici avec la religion musulmane, on a l'impression de revivre un petit peu ce qu'on a vécu avec la religion catholique il y a des dizaines d'années maintenant. Et je pense évidemment en particulier dans ce contexte-là à toutes ces institutions finalement qui devraient porter ce combat universaliste tel qu'Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, UNIA, et qui en réalité font un combat souvent judiciaire pour permettre ce qu'ils appellent la neutralité inclusive, sous peine de discriminer toutes les femmes qui voudraient porter le voile et ne pourraient pas le porter. Comment tu expliques en fait ce peu de vigilance, j'ai envie de dire, et de combativité pour justement défendre ces valeurs universelles qui, a priori, sont effectivement les valeurs d'égalité entre hommes et femmes. Alors, je vois deux facteurs d'explication. Le premier, c'est qu'on a affaire à une religion que malheureusement beaucoup considèrent encore comme une religion pas de chez nous, c'est-à-dire la religion de l'immigré, donc de l'opprimé, du discriminé, de celui qui est déjà victime de racisme et de discrimination multiples. Et donc, on n'a pas la même audace, la même franchise quand il s'agit de s'attaquer à une religion qui est perçue dans l'inconscient collectif comme la religion des damnés de la terre, que quand on a l'impression qu'on s'attaque à la religion qui est notre religion séculaire, celle qui est parée de tous les oripeaux du pouvoir, hein, enfin, tout le faste du Vatican, etc. C'est facile de s'attaquer à ça. C'est Mm. très facile. C'est beaucoup plus confortable quand on est progressiste que d'avoir l'impression qu'on s'attaque à des gens qui sont déjà victimes de tellement de discrimination. Ça, c'est pour moi la première chose. Et la deuxième, et qui est un peu liée à la première, c'est qu'en fait, je pense qu'on n'a pas encore été capable de modifier notre logiciel. C'est-à-dire qu'en fait, on a une tradition d'anticléricalisme
qui nous rend vigilants, je crois, par rapport à toutes les tentatives de prise de pouvoir qui viennent d'un pouvoir religieux. Or, ici, on n'est pas confronté à quelque chose qui s'affiche comme un pouvoir religieux. On n'est pas confronté à des imams, des cheikhs, enfin, des représentants religieux d'un islam conquérant qui viendraient nous dire l'islam a dit ça et le Coran dit ça et nous exigeons telle ou telle chose au nom de l'islam. Non, on a affaire à des individus Mm. et à des individus qui se revendiquent non pas, même pas clairement d'une religion, mais de leur liberté. Et là, on est mal pris, en fait. Je crois qu'on est extrêmement démunis intellectuellement pour s'opposer à des individus, des citoyens et des citoyennes en l'occurrence, qui disent, mais moi je suis quelqu'un de libre, je fais mes choix, j'ai le droit de disposer de mon corps librement, et vous n'avez pas le droit de m'imposer votre propre vision de ce qu'est l'émancipation féminine et de ce qu'est la liberté, etc. etc. Euh, Hein, c'est mon corps, mon choix, c'est chacun choisit ses chemins d'émancipation, c'est ne me libère pas, je m'en charge, Oui. etc. etc. C'est ça les grands discours aujourd'hui pro-voile. Et donc le religieux passe à la trappe en fait. Il n'est pas invoqué comme tel, sauf quand tout d'un coup ça devient intéressant stratégiquement parlant. Donc il y a vraiment, je dirais, un discours qui n'arrête pas de vaciller ou d'osciller entre revendication d'une liberté individuelle et revendication d'une liberté religieuse. Parce qu'évidemment, quand on revendique une liberté individuelle, le problème c'est que toutes les libertés individuelles sont limitées. Dire, aucune liberté n'est absolue et donc on peut toujours, le législateur a toujours le droit de dire, bah non, voilà, on a le droit de se promener comme on veut, certes, mais par exemple, on n'a pas le droit de se promener tout nu. Voilà, c'est une limitation de la liberté Mm. individuelle. Bon, alors là, évidemment, ça devient intéressant de mobiliser l'argument religieux. Parce que là, ça consiste à dire, oui, mais attention, vous comparez des pommes et des poires. C'est pas la même chose. On a le droit d'interdire de se promener tout nu parce que ça n'est pas quelque chose de religieux de se promener tout nu. Mais par contre, porter le voile, ça, c'est religieux. Et malheureusement, et là j'en viens évidemment à ta question sur Amnesty International, etc., Mm. il y a toute une jurisprudence qui considère aujourd'hui que la liberté religieuse est une liberté particulièrement à protéger. C'est-à-dire qu'elle a plus de poids que n'importe quelle autre liberté individuelle. Euh, et ça, là, je crois qu'il va vraiment falloir qu'on réfléchisse à la manière de réagir à ça, parce que c'est un piège, évidemment. Et je pense que, par exemple, l'invention du pastafarisme est une excellente réponse à ça, Mm. Mm. parce qu'il s'agit d'inventer une religion, une parodie de religion, en disant, prouvez-moi que c'est pas religieux. Moi, je C'est vous ça. dis que le port de ma passoire, c'est religieux. Voilà. Vous Et dites donc, ça me donne le droit aussi de porter la passoire dans l'enseignement et dans les administrations, puisque ça fait partie intégrante de ma personnalité, finalement. voilà, Ouais. exactement. Mais justement, on peut peut-être questionner justement cette liberté quand tu entends, et je l'entends évidemment aussi, c'est un argument qui est de dire le voile mon choix, ne vous occupez pas de mon émancipation, je m'en charge moi-même. Tu, tu, tu vois les choses comment, toi, par rapport justement à cette liberté, que moi j'appelle pseudo-liberté, qui consiste aussi évidemment à quelque part se servir de notre réglementation pour la détourner, pour la dévoyer. J'aime beaucoup d'ailleurs euh, le livre de Fatiha Aga Boudjala qui a sorti un livre, Le Grand Détournement. Je crois qu'on est vraiment là au cœur du débat, c'est-à-dire est-ce que les mots ont encore un sens et si oui, quel sens revêt le mot émancipation, quel sens revêt le mot égalité, quel sens revêt le mot liberté? Est-ce qu'on peut questionner justement cette liberté dont les tenants du voile se font l'étendard? Oui, alors, je pense que, enfin, c'était une question très très vaste, hein, euh, je crois qu'effectivement, il y a énormément d'ambiguïté autour de ce terme liberté. Bon, d'abord parce que le terme lui-même est polysémique. Je veux dire, on peut considérer la liberté dans la grande tradition de John Locke, par exemple. Bon, la liberté, c'est des droits.
et droit et liberté sont quasiment synonymes. Et en même temps, ça n'est pas parce qu'on a le droit de faire quelque chose qu'on est nécessairement libre philosophiquement de le faire. Mmh. Ce sont 2 choses extrêmement différentes. Hem et donc, d'une certaine manière, on peut considérer que porter le voile est l'expression d'une liberté. Oui, une femme qui porte le voile dans la rue, elle est libre de porter son voile. Elle y est autorisée, la loi ne le lui interdit pas. Est-ce qu'elle a fait un choix libre? C'est une deuxième question. À laquelle il est probablement déjà plus difficile de répondre, mais certainement que beaucoup de ces jeunes femmes ou de ces femmes plus âgées d'ailleurs choisissent librement, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas un père, un mari, un grand frère, un imam avec un couteau sur la gorge qui leur dit mets le voile sinon je te tue. Hein, on n'est pas là-dedans, enfin on est parfois là-dedans, mais ça n'est pas évidemment dans la majorité des cas. Donc d'une certaine manière, elles ont fait un choix libre. Par contre, est-ce que, est-ce qu'elles sont libres au sens où elles seraient autonomes? C'est-à-dire au sens où elles se seraient donné elles-mêmes leurs propres règles, la règle à laquelle elles choisissent d'obéir? Là, je me permets d'être plus dubitative, parce que pour moi, le voile ne peut pas être autre chose que l'acceptation d'une soumission à un prescrit religieux, dont on ne s'autorise pas à questionner la légitimité. Et ça me paraît essentiel. Je crois que on ne peut pas faire l'économie, je pense, en tout cas philosophiquement, c'est quand même un petit peu mon domaine, hein, Mmh. de ce questionnement-là. C'est-à-dire, pour moi, la vraie liberté au sens philosophique, au sens rationaliste du terme, c'est celle qui fait que chacun d'entre nous se donne le droit à lui-même de questionner les raisons pour lesquelles il se soumet à une règle. Et se soumettre de manière autonome à une règle, c'est reconnaître que les raisons de se soumettre à la règle sont de bonnes raisons, sont des raisons qu'on reconnaît comme acceptables. Et personnellement, je ne vois aucune raison acceptable, rationnellement, pour qu'une femme soit obligée de se couvrir la chevelure dès qu'elle est dans l'espace public en présence potentiellement d'hommes. Mmh. Ça n'est pas rationnellement justifiable. C'est peut-être théologiquement justifiable, et encore, hein, on ne va pas se Ça se lancer dans une discute aussi, discussion oui. là-dessus, mais ça se discute Ouais. effectivement. Mais donc, c'est peut-être rationnellement, c'est peut-être théologiquement justifiable, mais ça n'est pas rationnellement justifiable. Rien ne peut défendre ça, si ce n'est une soumission à quelque chose d'un autre ordre, hein, de l'ordre du religieux. C'est Dieu qui l'a dit, c'est une obligation, c'est un prescrit religieux, etc., etc. Mmh. Mais finalement, en t'entendant, je me dis souvent, est-ce que la question de la liberté du voile ne se mesure pas aussi à la question de savoir dans quelle mesure précisément je serai libre de l'ôter? Pour voir précisément si, cette liberté, elle est pleinement mienne, pleinement le fruit d'un cheminement qui a été mûri, ou bien si finalement d'une façon ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, elle est la suite d'un choix qui a été posé parfois très très jeune par devers moi et que j'ai fait mien parce que finalement j'ai grandi là-dedans et que le simple fait de vouloir, le cas échéant, faire le choix inverse d'ôter le voile serait avoir une désapprobation de la part de la communauté, de la famille, de la culture dans laquelle je baigne. On voit bien parfois évidemment les personnes d'origine musulmane qui souhaitent effectivement se libérer de ce qu'elles estiment être un carcan religieux. Parfois, elles sont durement remises, enfin, elles sont durement euh, elles peuvent en souffrir, quoi, je veux dire. On voyait bien ici à Liège, je crois que c'est à Liège, hein, où il y a deux jeunes sœurs qui ont souhaité en fait vivre à l'occidental et le frère aurait commis un crime d'honneur, ne pouvant pas admettre que ses sœurs finalement ne suivent pas les prescrits coraniques. Si on parle même bien de la même chose, il s'agit en fait là d'une jeune fille d'origine syrienne, je pense, et Oui, c'est chrétienne. Donc, ça. ça n'est pas une question d'islam en Ah, l'occurrence, mais c'est d'accord. quand même une question de choc culturel, je Oui, dirais, oui.
des difficultés à accepter qu'une femme puisse vivre à l'occidental alors qu'elle vient d'une culture dans laquelle son rôle, sa place est déterminée autrement, quoi. Oui, alors la liberté, effectivement, ça ne, c'est aussi une question très interpellante, hein, c'est-à-dire qu'au fond, beaucoup de femmes qui, par exemple, beaucoup de jeunes femmes musulmanes qui ne portent pas le voile, disent qu'elles ne le portent pas encore parce qu'elles ne sont pas prêtes et Mmh. qu'elles savent très bien que le jour où elles le porteront, elles ne pourront plus l'enlever. Donc il y a quelque chose quand même de très absolu dans le voile, hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu, enfin, d'une certaine manière, ça peut se comparer à nos religieuses qui entraient au couvent, hein. On prend le voile, elles prenaient le voile et c'était pour la vie. Mmh. Sauf qu'évidemment, ce qui était très différent, c'est que les religieuses qui entraient au couvent renonçaient par là à toute activité dans la société. Donc elles se mettaient à l'écart de la société et donc d'une certaine manière ne posaient plus de problème, entre guillemets, enfin, Mmh. leur engagement religieux ne posait pas de problème à la société. Euh, le problème spécifique que posent les musulmanes qui choisissent de porter le voile, c'est qu'en plus elles restent dans la société, qu'elles revendiquent d'y jouer un rôle actif. Mmh. Elle revendique d'y travailler, elle revendique d'y faire des études, etc., d'avoir accès à toutes les fonctions au nom de leur liberté. Et donc ça, c'est quelque chose de tout à fait neuf qui rend le voile islamique fondamentalement incomparable avec le voile des religieuses catholiques. Ouais, Mais effectivement, pour revenir à ta question, oui, il y a cette idée, ben, la liberté, ça devrait aller dans les deux sens. C'est-à-dire que ça devrait aussi être la liberté de renoncer à un moment donné à porter ce voile qu'on a porté parce qu'on considère à un moment donné que, au fond, il est plus une entrave qu'une liberté, parce qu'il nous limite dans toute une série d'activités, etc. Et ça semble quand même quelque chose de très compliqué et de très mal vu. Euh, je me souviens de cette chanteuse dont j'oublie le nom à l'instant, qui s'était présentée à The Voice, je crois, si je me oui, c'est souviens ça. Oui, de oui. qui je Oui, parle. oui, un Hein. concours, oui, 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 c'est ça. Donc, avec le donc voile. elle s'est mise à porter le voile, elle avait des dizaines de milliers de soutiens sur les réseaux sociaux et elle a annoncé il n'y a pas très longtemps avoir décidé de retirer son voile et du coup elle se fait proprement lyncher Ouais, euh, et elle a perdu oui, des milliers et des milliers d'admirateurs qui donc ne l'admiraient pas du tout pour ses talents de chanteuse, mais parce qu'elle était une bonne musulmane. Donc voilà, de toute évidence, si la liberté c'est faire des choix, ben, il y a des choix qui sont quand même plus compliqués à faire que d'autres. On sait c'est aussi ça. que certaines jeunes filles dans certains quartiers bruxellois portent le voile pour avoir la paix. Mmh. Euh, c'est une bonne manière de ne pas se faire importuner, c'est une bonne manière de trouver un mari aussi qui sera accepté par la famille. Donc il y a toute une série de choses qu'on pourrait qualifier de pression ou en tout cas d'orientation du choix. Ouais, et cette réalité-là, en fait, que tu décris très bien, elle est encore compliquée aussi à percevoir, hein. Je pense que c'est un peu l'envers du décor. Et quand tu dis des choses qui pour moi et pour d'autres paraissent quand même évidentes, finalement, tu évites taxer de raciste ou d'islamophobe, alors qu'il s'agit simplement de faire état d'une réalité. C'est-à-dire que tu ne t'en prends pas évidemment à la croyante, tu t'en prends le cas échéant à sa religion et aux dérives qu'elles peuvent occasionner. Euh, ce qui m'interroge toujours, évidemment, c'est de voir qu'en démocratie, on a justement énormément de liberté et qu'au lieu finalement d'être libre, c'est un petit peu comme le livre de la Boétie, La servitude volontaire. Sous couvert de liberté, en réalité, on s'asservit sans même s'en rendre compte et sans même se rendre compte finalement du combat que portent justement des femmes d'origine musulmane dans des pays théocratiques et qui, elles, je dirais, pour le coup, euh, ben, luttent pour leur liberté. C'est-à-dire qu'au risque de leur vie parfois, au risque d'aller en prison, d'être assassinés, ben, elles ôtent le voile et elles le montrent, hein. Je pense notamment à cette jeune femme qu'on a vue dans les rues en Iran, qui enlevait le voile et qui le mettait au bout d'un bâton. Je me dis, cette femme-là, vraiment, elle lutte pour la liberté. Et alors, c'est triste quelque part. Enfin, moi, ça me peine de voir qu'en Occident,
certaines femmes disent le voile c'est mon choix, sans se rendre compte qu'en fait ce voile, quand il est sous le joug islamique, ce voile il est imposé, quoi. Ce n'est plus un choix. Et la première chose qu'une théocratie fait, c'est effectivement voiler les femmes. Et ça devrait quand même questionner, me semble-t-il, toutes les femmes de par le monde et pas simplement les femmes qui sont sous le joug religieux. Oui, oui, tout à fait. Et en plus, il faut aussi quand même bien voir que cette recrudescence du port du voile n'est pas quelque chose de spontané dans nos pays, ni d'ailleurs dans les pays musulmans, hein. Je veux dire, il y a énormément de littérature et de production en tout genre qui émanent notamment des frères musulmans et qui visent à convaincre les femmes musulmanes que leur devoir de bonne musulmane, c'est de porter le voile. Donc il y a véritablement un discours de propagande pro-voile qui est extrêmement important, qui n'est pas à négliger. Je veux dire, ça n'est pas comme si ici, chez nous, en Belgique, en Europe, les femmes se trouvaient dans une situation où elles peuvent tout à fait librement lire le Coran le soir dans leur chambre et décider si finalement tel verset constitue une recommandation de porter le voile ou pas. C'est pas vrai, on n'est pas là-dedans. Il y a vraiment une propagande absolument phénoménale qui est faite dans ce sens-là. Je pense qu'on peut même quasiment dire que la majorité de la littérature islamiste se préoccupe des femmes. Mhm. Et elle a raison, hein. Elle a raison, parce que c'est par les femmes que les mœurs changent ou pas. Mhm. Et que donc, si on Mhm. convainc les femmes de rester à leur place, ben, on a gagné, quoi, hein. Ouais. Donc, 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 c'est vrai qu'il y a quelque chose, moi, qui m'inquiète et qui m'interpelle comme toi, hein, c'est-à-dire comment, au fond, est-ce qu'on peut considérer ici un signe comme étant quasiment un symbole de liberté, alors qu'il est partout ailleurs dans le monde, partout où l'islam politique est au pouvoir, il est le signe même de l'islam politique du contrôle du corps des femmes et de leur soumission à un ordre patriarcal. Euh, c'est quand même très interpellant comme on peut finalement travestir ou refuser de voir le sens d'un symbole. Parce que moi, je veux bien que les symboles puissent avoir plusieurs sens, mais enfin, bon, à un moment donné, quand même, Il faut se on mettre peut pas, d'accord. on peut pas faire dire à un symbole le contraire de ce qu'il veut dire. Mhm. Et le voile, inévitablement, je veux dire, enfin, on peut retourner ça comme on veut, c'est une revendication, si pas une obligation faite aux femmes, d'être pudiques. D'être pudiques selon des normes qui ont été codifiées une fois pour toutes par des hommes, qui ont décidé que la chevelure d'une femme était source de tentation pour eux, que les femmes étaient responsables de leur vertu, de leur pudeur, et que donc, au fond, si elles voulaient ne pas être la proie sexuelle de mâles pris à pic et libidineux, eh bien, il fallait qu'elles se protègent par un Mhm. moyen qui est tout simple, c'est mettre un voile et ne jamais l'enlever. Et ça, ben, c'est l'exact contraire de tout ce que le féminisme défend de plus en plus pour tout le reste, sauf pour le voile, c'est-à-dire au fond le droit des femmes de s'habiller comme elles le veulent et de ne pas être importunées. Finalement, ce que tout le féminisme moderne et contemporain défend avec la plus grande virulence, c'est le refus des stéréotypes de genre, c'est le fait qu'une femme doit pouvoir avoir le droit de se promener en mini-jupe, maquillée, etc., etc., sans risquer quoi que ce soit. Mais à côté de ça, on laisse subsister sur un rail séparé, comme s'il n'était pas possible de faire la connexion entre les deux, le fait que des hommes et des femmes dans cette société considèrent que si on ne veut pas importuner, il faut être importuné, eh bien, il faut porter le signe extérieur de sa pudeur, de sa vertu, et que sinon, ben, on en subira les conséquences. C'est ça que ça veut dire, le voile. Ça veut dire fondamentalement l'inégalité homme-femme. Ça veut dire que les hommes sont du côté du désir sexuel, du côté de l'initiative, du côté de la
des tentatives incessantes de trouver des femmes, Mmh. et que les femmes, elles, sont du côté de la préservation du message qui doit être sans équivoque, qui doit être de dire je ne suis pas une fille qu'on drague, je ne suis pas une fille facile, etc. Euh, on est très très loin de l'égalité là, hein. On est dans quelque chose qui est plutôt ce que classiquement on retrouve finalement dans toutes les visions des rapports hommes-femmes propagés par les monothéismes, c'est-à-dire la Mmh. complémentarité. Ouais. C'est-à-dire Mais ce que qu'il faut chacun a aussi son rôle, chacun doit rester à sa place. oui, mais ce qu'il faut aussi, c'est justement de se rendre compte finalement que chacun doit rester à sa place et porté par un certain féminisme qui justement devrait faire en sorte qu'il y ait une égalité parfaite homme-femme, mais qui en réalité, un peu sous couvert de ce que tu disais tout à l'heure, on ne va pas, on ne va pas effectivement les victimiser une seconde fois, donc il faut faire preuve de tolérance. C'est comme si en fait il y avait une certaine condescendance, parce que les féministes, évidemment, dites féministes elles-mêmes, en Occident, elles ne portent plus le voile, mais elles sont effectivement disposées à se battre aux côtés des personnes d'origine musulmane qui souhaitent porter le voile. De nouveau, au nom de la non-discrimination, de la liberté religieuse, du fait qu'on s'habille comme on le veut, etc. Mais de nouveau, là, je veux dire, sur le plan purement philosophique, conceptuel, il y a quelque chose qui m'échappe. Comment est-ce qu'une féministe, bon, c'est ce qu'on appelle évidemment les féministes intersectionnelles, mais comment est-ce qu'elles peuvent en arriver à porter ce genre de combat dans une société où on voit bien que quand la religion était prégnante, eh bien la femme n'avait rien à dire. Je veux dire, la capacité physique de la femme, ça remonte il n'y a pas si longtemps que ça. Le droit de circuler librement sans son mari, de conduire, simplement de vivre sa vie, de sortir de chez soi sans l'aval de son époux, c'est pas si ancien. Et donc ce sont des combats qui ont duré extrêmement longtemps. C'était de haute lutte. Et ces combats-là, on a l'impression en fait qu'il faut tout recommencer par rapport à une autre catégorie de la population. Moi, ça me Je crois qu'il sidère. y a, il y a une, enfin, c'est assez paradoxal ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a dans une bonne partie de la population aujourd'hui une perte du sens du politique. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que tout se lit comme des combats individuels, sans voir que derrière l'individuel, il y a du collectif et donc il y a du politique. Parce que, alors, je veux bien, je veux dire que les femmes s'habillent comme elles le veulent, et je veux bien que ça puisse passer pour certaines par le fait de mettre un voile sur leur tête. En fait, je n'ai pas grand-chose à y opposer. Je veux dire, je ne souhaite pas une loi d'interdiction générale du port du voile dans la rue. Mm. Euh, mais en même temps, ce que je ne comprends pas que certains ne voient pas, c'est que ça a inévitablement, donc ce regain de pudeur, d'obsession de certaines femmes pour une vertu affichée, ça a des conséquences nécessairement sur toutes les femmes. Je veux dire, ça ne peut pas se limiter à un choix personnel, ça n'est pas vrai ça n'est jamais vrai. Je veux dire, quand dans une société, de plus en plus de femmes se baladent en mini-jupe, un jour vient où c'est normal de se balader en mini-jupe. Mm. Et quand à l'inverse, dans une société, de plus en plus de femmes se baladent intégralement couvertes parce que c'est ça qui est pudique, inévitablement, ça devient de plus en plus difficile pour celles qui ont encore envie de se balader en mini-jupe ou dans une autre tenue plus légère, de continuer à le faire librement. Ça a un impact sur le collectif. Et donc c'est là que moi je ne comprends pas ces féministes qui semblent considérer qu'on peut se balader bras dessus bras dessous et lutter côte à côte pour le droit de disposer de son corps. C'est que ce droit de porter le voile, ce droit à la pudeur, inévitablement va restreindre demain les libertés de toutes les femmes. On peut se voiler la face comme on veut, c'est du voilage de face, sans mauvais jeu de Ouais, mots. c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Mais en fait, c'est vrai que il y a l'individuel, il y a le collectif, il y a la culture, mais bon, finalement, il faut quand même qu'il y ait une conjonction, je dirais, d'intérêts pour qu'à un moment donné, ce type de projet de société puisse effectivement émerger, même dans nos sociétés démocratiques. Et tu parlais tout à l'heure
de courants de fond, notamment des frères musulmans. On a souvent l'impression que ce sont des réalités en fait qui n'existent que dans les pays justement musulmans. Mais tu disais aussi, toi, en fait, que, et ça, je crois que c'est quelque chose de très compliqué à comprendre, c'est que cette réalité des frères musulmans, elle est extrêmement prégnante aussi au sein de, de tous les organes de pouvoir, que ce soit l'administration, l'enseignement, etc. Ben, alors la problématique des frères musulmans, c'est compliqué, hein, parce que les frères musulmans, par définition, c'est une nébuleuse à laquelle personne ne reconnaît appartenir. Il n'y a pas de listing de membres, il n'y a pas de carte de membre. Selon certains, ça n'existe d'ailleurs même pas, hein. Mhm. Il n'y aura pas de frères musulmans. Bon. Et pourtant, ben, il y a quand même, je dirais d'une part, il y a des signes de ralliement qui ne trompent pas, hein, qu'on peut Mhm. trouver sur les réseaux sociaux assez Mhm. facilement, enfin, Mhm. sur Internet. Il y a tout un logiciel idéologique, je dirais, euh, qui vise finalement la reconquête de l'espace public par l'islam. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de rendre l'islam visible par tous les moyens, je veux dire, faire en sorte qu'on ne puisse pas oublier qu'il y a des musulmans dans ce pays. En fait, c'est ça, hein, l'islam politique, en gros, qui est magistralement, j'ai envie de dire, incarné par les frères musulmans. C'est-à-dire que ce ne sont pas des djihadistes, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des gens qui vont agir de manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus stratégique, Mhm. en utilisant justement toutes les stratégies d'infiltration qui sont possibles. Et la voie du juridique est extrêmement valorisée, évidemment, parce que s'infiltrer dans toutes les sphères où il est possible de faire avancer sous couvert de liberté religieuse, sous couvert de liberté d'expression, etc., le droit de vivre de manière islamique, c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe aujourd'hui, pour les raisons que j'ai invoquées Mhm. précédemment, hein. Donc, donc voilà, je sais pas, j'ai oublié un peu le début de ta question, donc je me suis peut-être un petit peu perdue sur cette question Non, non, c'est très bien, mais c'est vrai que je voulais aussi te questionner sur une autre chose, c'est que est-ce que tu as l'impression que les jeunes filles musulmanes, justement, sont conscientes quelque part de cette réalité des frères musulmans ou bien ça les dépasse complètement? Je veux dire, est-ce que, de nouveau, on en revient à la liberté du choix, parce que le choix, il est individuel, mais il est aussi inséré, je dirais, dans quelque chose de plus, de plus général, et précisément, cette lame de fond des frères musulmans qui veulent imposer l'islam en Occident. Est-ce que cette réalité-là, elles en ont conscience, les jeunes femmes qui Je portent ne le voile? pense pas, en fait, et c'est pour ça que, enfin, je suis contente que tu me poses la question, parce que ça me permet de dire quelque chose qui, à mes yeux, est très important, c'est que moi, je n'en veux pas, en fait, à ces jeunes femmes, ou à ces femmes plus âgées, d'ailleurs, qui portent le voile. Mm, J'ai pas de haine ou d'hostilité particulière par rapport à elles. Ce qui me préoccupe, c'est ce qu'elles représentent, et c'est l'idéologie qu'elles véhiculent, mm, sans en être malheureusement, je pense, la plupart du temps conscientes. Je pense que beaucoup de ces jeunes filles sont persuadées oui, de faire un choix libre et d'être simplement de bonnes musulmanes. Et je comprends qu'elles puissent ne pas comprendre ma position en disant, mais enfin, mais pourquoi est-ce que ça vous énerve tellement et qu'est-ce que vous avez contre moi? Je ne mm, vous embête pas, je demande juste à pouvoir vivre ma religion en toute liberté, tout comme vous avez le droit de penser comme vous voulez, etc. etc. Et cetera. Et je pense que beaucoup sont sincères quand elles disent ça. Euh, je ne vois pas dans chaque femme musulmane une espèce d'engin téléguidé par les frères, par la confrérie des frères musulmans. mm, En tout cas, pas consciemment. Mais je pense que malheureusement, elles servent un projet politique dont elles n'ont aucune conscience. C'est pour ça que je pense que une des clés ou une des solutions, passerait sans doute par l'éducation. Enfin, c'est un peu bateau ce que je dis, hein, mais l'éducation aussi à l'histoire de l'islamisme et à l'histoire des pays musulmans et la manière dont l'islamisme s'est imposé. Enfin, souvent je suis effarée de voir à quel point finalement les raccourcis
sont omniprésents dans la lecture qu'on fait des événements. Je pense que aujourd'hui, beaucoup de musulmans ont l'impression qu'ils ne sont pas libres de vivre leur religion comme ils le souhaitent en Belgique, en Europe, en Occident, que la laïcité est intolérante, qu'elle est Mhm. islamophobe, que les lois laïques ont été faites sur mesure, rien que pour eux, etc., etc. Alors que je pense Mhm. que si on prend un peu de recul, si on avait ce regard et cette perspective sur le long terme, on se rendrait compte, et c'est ce que j'essaye aussi modestement de faire dans mes cours, hein, que finalement, l'Europe, c'est quoi? C'est 400 ans, au bas mot, de lutte contre un cléricalisme qui n'était absolument pas islamique à l'époque, et que simplement, il s'agit aujourd'hui d'utiliser les mêmes outils pour lutter contre un adversaire qui n'a plus le même nom, qui ne prend peut-être pas la forme, enfin exactement la même forme, mais qui a le même but, Mhm. c'est-à-dire un but d'imposition à tous de sa vérité, qui est une vérité religieuse, et donc dogmatique et indiscutable. Euh, donc, donc, par rapport à ça, enfin, moi je suis effarée quand j'entends dire que les musulmans sont brimés ici. Je me dis, mais aucune région du monde n'offre plus de liberté Mhm. de conscience à tous et à toutes, que cette Europe tant décriée. C'est ça. Euh, Ben, elle offre en fait le vivre ensemble malgré justement la diversité. C'est ça qui est important. Alors que finalement, le multiculturalisme, ce sont des cultures différentes côte à côte, avec chacun finalement qui veut ses petits aménagements dits raisonnables, hein. On a eu la polémique il n'y a pas longtemps sur les safe space. On a évidemment les polémiques aussi par rapport à des professeurs qui ne savent plus donner un cours de biologie parce qu'en fait, ça va contre les données du Coran, ou un prof à Molenbeek qui a du mal à montrer des caricatures du prophète. On voit bien effectivement qu'il y a toujours une tension entre des revendications religieuses qui quelque part viennent en réalité égratigner ce qui est à la base même de notre société chez nous, c'est la liberté de conscience et la liberté de pouvoir critiquer ce que nous percevons en réalité comme des, comme des idées, comme des croyances, hein. On l'a bien vu avec le procès Charlie Hebdo, tout ce côté vous êtes raciste, vous êtes islamophobe, et puis de l'autre côté on dit mais non, c'est la liberté d'expression, on a le droit de critiquer, et c'est comme ça justement qu'on avance aussi. L'esprit critique, s'il n'y a pas d'esprit critique, évidemment on est dans une pensée unique, et c'est justement là que le vivre ensemble devient absolument impossible, et alors ça se résout, je dirais, au pire, ça se résout évidemment par une volonté hégémonique de soumettre tout le monde à un seul concept religieux. oui, mais cette pensée hégémonique, aujourd'hui, elle n'est plus le fait principalement de l'islam politique, malheureusement. Mhm. La pensée, euh, comment est-ce que je vais la qualifier? Ce- ce- j'ai l'impression que ce que je défends, que je pourrais qualifier pour aller vite comme un universalisme républicain, hein, finalement, est quelque chose qui est de plus en plus, qui apparaît de plus en plus comme dépassé, euh, parce que nous sommes, et là je vais vraiment utiliser un terme très fort, nous sommes contaminés par une lecture de la société qui nous vient tout droit des États-Unis. Mhm. Euh, et qui racialise toutes les questions sociales, qui importent finalement des grilles de lecture qui ne sont pas les nôtres et qui ne s'appliquent en fait, à mes yeux, pas du tout à notre société, mais qui les importent directement et sans inventaire, sans questionnement à l'Europe. Et en fait, euh, beaucoup de notre jeunesse adhère à cette vision du monde, sans être pour le moins du monde musulmane, hein. Je veux dire, il ne s'agit Mhm. même pas ici de religion, il s'agit d'une manière d'appréhender des questions où un certain nombre de choses ne sont plus remises en question.
C'est-à-dire le fait que, par exemple, on serait nécessairement discriminé quand on est de telle ou telle confession religieuse, ou ça serait nécessairement victime de racisme quand on a une couleur de peau un petit peu plus foncée. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont même plus questionnées. Mmh. Mmh. Ça fonctionne comme des évidences. Le racisme systémique, enfin tout ce qui est la pensée woke, hein, Mmh. Mmh. et même, je dirais même des gens qui sont de tendance plutôt laïque, plutôt universaliste, euh, souvent, je trouve, ont de plus en plus de mal à sortir indemnes de cette charge, de cette offensive, parce que vraiment, pour moi, on est vraiment là-dedans maintenant. Mmh. Oui, on n'échappe plus à cette grille de lecture. Ouais, c'est ça. Et en même temps, c'est difficile d'avoir des idées claires, hein. Comme tu dis, je pense que ça vient en fait de tellement loin et le mouvement est tellement euh, persistant que finalement, ça finit par faire partie de nous. Enfin, je veux dire, on est dans un climat où il est difficile effectivement de prendre parti sans de nouveau être taxé de laïcard. Un militant laïque, quelque part, c'est déjà un gros mot, quoi. Donc, c'est ça qui est un petit peu fou aussi. Moi, j'ai un peu l'impression, enfin, je me souviens de quelques mots de Zineb lorsqu'elle avait été interviewée sur un plateau et elle avait dit en fait que l'islam devait se soumettre aux lois de la République. Et rien que de dire finalement cette évidence-là pour le vivre ensemble, effectivement, la religion n'a pas à s'imposer dans la sphère publique et les lois civiles doivent effectivement être les lois qui gouvernent l'ensemble de la population. Mais rien que de dire ça, ça avait créé d'énormes remous dans le milieu évidemment musulman. Et j'ai parfois un peu l'impression qu'il faut effectivement, il faudrait presque faire des lois sur mesure pour des personnes qui se disent discriminées. Euh, il y a là quelque chose, il y a là quelque chose en fait d'assez déroutant. Alors pour le moment, évidemment, on ne demande pas encore des lois spécifiques, mais enfin, on use quand même de nos concepts démocratiques pour essayer justement de nouveau de détourner le sens des mots. Tu n'as pas toi l'impression que, in fine, c'est ça évidemment la volonté de l'islam politique, c'est précisément de remplacer notre structure démocratique par une structure exclusivement religieuse, avec la fin du coup de la diversité pour le coup. C'est difficile de répondre à ta question parce que je pense que, comment dire, je ne suis pas sûre qu'il y ait un agenda aussi élaboré que ça. Tu vois, tu dis l'islam politique. Oui, mais c'est qui l'islam politique? C'est qui? Il est où? Qui le représente? Ce dont je suis sûre, c'est qu'il y a une quantité de mouvances qui se réclament de l'islam politique, ça c'est sûr. Mais sont-elles d'accord entre elles? Se concertent-elles entre elles? Ont-elles un agenda bien planifié? Je ne crois pas, en fait. Simplement, je crois que sur toute une série de questions qui sont des questions qui ne sont pas seulement la question du voile, hein, c'est la question de l'alimentation, c'est la question du blasphème, c'est la question de enfin, toute une série d'autres questions qui reviennent régulièrement sur le devant de l'actualité. Il y a des coups de boutoir qui sont donnés. Et ces coups de boutoir finissent par faire de l'effet, par faire tomber des digues qu'on croyait infranchissables. Je veux dire, qui aurait cru il y a 5 ans qu'un enseignant se ferait décapiter en pleine rue dans une rue de France? Qui aurait cru que cet événement-là ayant eu lieu, certains auraient encore le culot de trouver des excuses aux décapiteurs, ou en tout cas des circonstances atténuantes. Ouais. Et ce ne Euh, sont pas des incidents isolés, c'est ça aussi en fait. non, Donc, il y a, je ne sais pas s'il faut appeler ça agenda politique ou pas. Enfin, ce ne sont pas des incidents isolés. Enfin, au départ, on dit, oui, enfin, c'est un incident isolé, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est un détraqué, etc., etc. À un moment donné, avant de poser les mots juste de nouveau, c'est extrêmement complexe. Mais donc, il y a quand même une volonté, je pense, d'hégémonie. Quand on voit un petit peu au niveau de la société belge
comment depuis des dizaines d'années, en fait, on essaie justement, c'est quand même un marqueur, le voile, hein, donc c'est quand même une façon de montrer dans la sphère publique quelles sont nos convictions, alors que quelque part, moi, je me fous de savoir quelles sont tes convictions quand je t'interroge, quand je te vois en rue ou pour n'importe qui. Donc c'est quand même un marqueur extrêmement fort et on a l'impression que ça de fait, c'est les dits, comme tu le disais, sont en train de céder de plus en plus au point où justement l'enseignement scolaire, où c'était possible d'autoriser ou pas le voile, finalement de plus en plus on a besoin de règlements d'ordre intérieur où on dit clairement voilà c'est possible. Donc il y a quand même à mon sens un retour en arrière. Euh, mais par rapport à ça, toi, tu as l'impression, quand tu vois ça de l'extérieur, enfin de l'extérieur et de l'intérieur, mais quand tu vois ça, tu as l'impression qu'il est encore possible d'avoir une réaction suffisamment ferme pour précisément euh, remettre un peu les choses à l'endroit. Bah, je suis pas très optimiste, hein. Pour le moment, je crois que les événements récents n'encouragent pas l'optimisme. Donc, euh, je- je- que te dire? D'abord que moi, je ne renoncerai pas évidemment à défendre mes idées tant que ça sera possible de les exprimer. Euh, Ensuite, que j'ai l'impression que peut-être qu'il faudra malheureusement se résoudre à laisser les choses aller tellement loin dans ce sens-là que nous déplorons aujourd'hui, pour que les progressistes se rendent enfin compte qu'ils ont parié sur le mauvais cheval, si je puis dire. Mm. Parce que j'ai l'impression que tirer la sonnette d'alarme, ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est ce que je fais depuis 20 ans et je ne suis pas la seule à le faire. Et des gens, des hommes et des femmes qui sont autrement plus légitimes que moi pour le faire, le font aussi, hein. Je pense à tous ces hommes et ces femmes qui sont de culture musulmane et qui disent à quel point ce à quoi ils assistent aujourd'hui, ça n'est pas à l'islam. Non, c'est pas d'islam qu'il s'agit, c'est un islam politique. Ça n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la foi, de l'ordre de l'intériorité. Mm. On est dans l'ordre de la revendication politique et de l'extériorisation Mm. urbi et torbi, si je puis dire. Euh, donc les gens qui tirent la sonnette d'alarme, ils sont là depuis longtemps, ils avaient des arguments extrêmement pertinents. On a l'exemple de ce qui se fait partout où l'islam politique acquiert du pouvoir, que ce soit un vrai pouvoir politique comme dans les pays islamistes, ou que ce soit au Québec, par exemple, où ben, on voit à quoi mènent les accommodements raisonnables. Ça n'apaise pas les tensions sociales. Au Mm. contraire, ça ne fait que les exacerber, évidemment. Donc, donc j'ai l'impression que cette sonnette d'alarme qu'on est nombreux à tirer depuis 20 ou 30 ans, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Et donc j'ai envie de dire, ben voyons ce qui va se passer demain, après-demain. Je suis pas optimiste, je suis pas optimiste pour nos enfants, nos petits-enfants. Je suis persuadée qu'ils vivront moins libres que nous n'avons vécu. Pour Mm. moi, ça fait aucun doute et c'est ça qui me rend extrêmement triste. Euh, mais j'ai de plus en plus souvent l'impression qu'on ne fera pas l'économie de cette expérience, en fait. Ouais. Mais tout en moi s'y refuse, hein. Oui, oui, mais Je je crois que c'est effectivement ton combat forcément vient de loin, sinon on plie bagage et on vit sa vie de manière beaucoup plus légère et sympathique. Mais c'est vrai que tu dis que effectivement tu es isolé. C'est vrai que je vois bien aussi évidemment quand il y a notamment des journalistes dans la presse qui osent justement parler des frères musulmans, qui ont une voix un peu discordante de leurs confrères, on voit tout de suite effectivement qu'elles sont vilipendées sur les réseaux sociaux, mais pas que. Et donc tu te dis qu'avoir une parole libre, la liberté d'expression, ça vaut quand même pour tout le monde, tant que c'est évidemment dans la légalité, mais une parole libre avec de réelles investigations, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Même dans notre presse, on a quand même toujours l'impression, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avant de commencer, mais on a toujours l'impression que finalement, la presse relate des événements de manière neutre, mais sans questionner l'événement en tant que tel, c'est-à-dire sans faire de la presse d'investigation. Et donc, on balance en disant, voilà, il y a une motion à Molenbeek, un groupe de travail est mis sur pied,
Samuel Paty est décapité par un fou. Enfin, mais il n'y a pas de travail de fond. Enfin, de nouveau, je pense que euh, pour pouvoir dénoncer correctement et lutter correctement contre un fléau, il faut d'abord évidemment pouvoir nommer les choses. Si on ne nomme pas les choses, c'est impossible de lutter de manière efficace. Et alors ça part un peu dans tous les sens, chacun avec son propre papier, mais il n'y a absolument aucune concertation, aucun. À un moment donné, il faut faire barrage, mais pour faire barrage, il faut être sur la même longueur d'onde, quoi. Oui, oui. Mais je pense qu'on est tétanisé par le fameux pas d'amalgame, quoi, hein. Mm. Et donc, tout ce qui aurait dû finalement servir de signaux d'alerte, je pense à tous ces attentats, parce que bon, quand même, il y en a eu quand même quelques Ouais. dizaines. Euh, bon, depuis les tours jumelles, enfin, ça- on en a eu beaucoup des attentats islamistes. Mais le mantra, c'est un acte isolé. Ouais. Ça ne veut rien dire de l'islam en Mm. général, ne tirons pas de conclusions hâtives. Et au fond, c'est comme si, au lieu d'être alerté en se disant, tiens, il y a là quelque chose qui se passe qui est inquiétant, parce que dans tout mouvement radical ou autre d'ailleurs, un passage à l'acte, ça veut toujours dire qu'il y en a 99 derrière qui ne l'ont pas fait, mais qui pensent pareil. Mm. Donc, je veux dire, à un moment donné, les actes isolés, ça suffit, enfin, ça ne tient pas la route. Autant d'actes isolés, ça devient un phénomène social. Ouais. Et donc, au lieu d'être alerté par ça et de se dire, tiens, on a un problème. On a un problème avec l'islam politique qui se développe euh, sous toute une série de formes différentes. Au lieu de ça, on s'est acharné à réduire ça à des faits isolés et à donner des gages par ailleurs du fait que nous n'allions certainement pas tomber dans la pensée amalgamante. En fait, moi, ça, c'est ma lecture depuis 20 ans. J'ai l'impression qu'on passe son temps à dire ne vous inquiétez pas, nous savons bien que tous les musulmans ne sont pas comme ça. Et évidemment que nous savons bien que tous les musulmans ne sont pas comme ça. Mais il n'empêche que, pour reprendre la formule d'Abdelwahab Medeb, l'islam est malade. Mm. L'islamisme, c'est la maladie de l'islam. Et il ne faut pas être islamophobe pour le dire. Il Non. suffit d'être un musulman éclairé, d'avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, pour dire l'islam va mal. Il se racrapote dans une vision bigote, bigote, revendicatrice, revancharde et cristallisée sur de l'extérieur, sur Oui. des, sur des comportements, sur une espèce de surveillance obsessionnelle du moindre fait et geste de quiconque se réclame, ou même se réclame pas d'ailleurs, hein, mais peut être associé à la communauté Mm. musulmane. Et donc, on a un problème avec l'islam. Oui. Mais dire ça, c'est déjà quelque chose qui me vaut des volées de bois vert, des accusations, des insultes, des Mm. menaces, des attaques, etc., etc., alors que c'est une évidence. Ouais. Et pour un musulman, du coup, c'est encore peut-être plus compliqué d'interroger sa propre religion parce que quelque part, c'est faire preuve de trahison. Tu parlais en fait de personnes de l'étranger qui nous conscientisaient déjà en fait de la montée de l'islam. Moi, je pense toujours en particulier à Kamel Daoud et Boualem Sansel, qui sont effectivement des personnes qui nous interrogent, qui critiquent eux-mêmes leur religion, la montée de l'islamisme, etc., qu'ils ont vu comment les choses s'étaient passées dans leur pays. Mais c'est vrai que pour un musulman, évidemment, se démarquer des attentats, de la décapitation de Samuel Paty, on voit que ça reste extrêmement compliqué par rapport de nouveau à sa propre communauté. Et là, on peut évidemment aussi interroger la notion de liberté. Euh, mais la question aussi que je me posais, justement, c'était oui, quelle est la marge de manœuvre finalement qu'un musulman peut avoir par rapport à sa propre religion? En d'autres termes, Nadia, est-ce qu'on peut aussi interroger le texte religieux? C'est-à-dire que on dit souvent non, mais ça c'est pas le vrai islam. Et j'aime bien j'aime bien la formule de Zineb qui est aussi de dire oui, mais enfin c'est quoi le vrai islam? C'est jamais au nom de l'islam, c'est jamais au nom du texte, c'est au nom de quoi alors que les attentats se perpétuent? Parce que les textes religieux Oui, peuvent être aussi extrêmement violents. Je veux dire, bon, on parle pour le,
le musulman souhaite beaucoup de droits, mais en réalité, si on creuse les textes, on se rend compte que l'émancipation, c'est pas forcément dans le texte coranique. euh, la bonne entente avec les personnes qui ne partagent pas forcément les mêmes convictions, si on lit certains textes, c'est pas du tout évident qu'un juif soit forcément l'ami d'un musulman. Donc la notion de mécréance, etc., c'est quelque chose qui est très présent dans les textes. Est-ce qu'on peut aussi interroger les textes et le cas échéant, justement, les réformer? Il y a aussi des musulmans progressistes qui souhaitent justement entre guillemets, recontextualiser le texte et en extraire les versets les plus violents pour qu'il puisse justement être en phase avec nos démocraties et simplement que celui qui souhaite croire puisse croire, mais je dirais de manière plus spirituelle. Ben, alors, moi, je ne suis pas pour la réécriture des textes. Je veux dire, je ne suis pas pour qu'on arrête de lire Tintin parce qu'il serait raciste, ni pour qu'on arrête de lire Céline parce qu'il est antisémite. Et donc, je ne suis pas non plus pour qu'on expurge le Coran des versets douloureux, hein, selon la formule d'un livre très intéressant d'ailleurs sur la question. Euh, mais par contre, je crois que, mais ça c'est un travail évidemment qui est à faire au sein même de l'islam. Je pense que ce qui est urgent, c'est d'historiciser le Coran. Mhm. Ça, je crois que c'est le problème essentiel auquel se heurte encore aujourd'hui la majorité de l'islam. C'est au fond à ce dogme selon lequel le Coran serait le verbe incréé de Dieu. Parce que si c'est le verbe incréé de Dieu, ça veut dire que tout ce qui est dans le Coran est vrai depuis toujours et pour toujours. Mhm. C'est la parole de Dieu descendue sur les hommes, et le fait que ce soit au 7e siècle est quasiment anecdotique. Je veux dire, ça aurait pu être à n'importe quelle époque. Voilà, Dieu a décidé de faire descendre son message au 7e siècle, mais ça aurait pu être au 21e, mais ça n'aurait rien changé au contenu. Et ça, c'est très embêtant. Et de plus en plus, les penseurs modernes de l'islam, parce qu'ils existent, même Mhm. si on en entend beaucoup moins parler Mhm. malheureusement que des Tariq Ramadan et autres, Mhm. mais les penseurs modernes de l'islam, ce qu'ils revendiquent, c'est de dire il faudrait que les musulmans acceptent de considérer que le texte qu'ils ont entre les mains, c'est le produit d'une histoire. Et que donc, effectivement, le Coran au 7e siècle, c'est un texte progressiste. C'est vrai. Je dirais en matière du statut des femmes, par exemple, c'est tout à fait vrai. Je veux dire, le Coran, quand il autorise la polygamie, par exemple, en la limitant à 4 femmes, c'est un progrès par rapport à ce qui se passait avant, où les hommes pouvaient avoir autant de femmes qu'ils voulaient. Mhm. Là, le Coran dit non, attention, vous pouvez avoir 4 femmes à condition que vous soyez équitable. Et c'est pas facile d'être équitable quand on a 4 femmes, surtout s'il y en a une qui est beaucoup plus jeune et jolie que les trois précédentes. Donc réfléchissez bien. Et il faut que vous ayez les moyens de les entretenir. Mhm. C'est progressiste, enfin, c'est progressiste pour le 7e siècle. Mais évidemment, ça n'est plus du tout progressiste au XXIe siècle. Donc, si on peut considérer que, OK, pour le 7e siècle, c'était chouette de dire un truc pareil, mais évidemment, ce qui compte après, quand on lit ce texte au XXIe siècle, ça n'est pas la lettre du Coran, c'est l'esprit. L'esprit, ce serait l'invitation à l'équité, par exemple, à la justice. Super. Mais tant qu'on reste dans une lecture littérale qui est encouragée par ce dogme du Coran incréé, on ne sortira pas de certains problèmes. Mais ça, c'est pas mon travail. Moi, je suis pas Non. musulmane, je suis pas exégète. Enfin, voilà, la question m'intéresse évidemment parce que, comme tout le monde, je cherche un moyen pour en sortir. Mais j'aurais peut-être encore revenir sur une chose que tu disais tantôt. Tu disais que c'était difficile pour les musulmans de se distancer du terrorisme, des choses comme ça. Et je suis pas d'accord avec toi, en fait. Je crois qu'au contraire, en tout cas, c'est ce que je vois parmi mes étudiants, hein, il se démarque très facilement, mais un peu trop facilement, justement. C'est-à-dire en disant, au fond, les terroristes ne sont pas des musulmans. Daesh, c'est pas l'islam. Et le problème, en fait, c'est ça. Le problème, c'est de leur faire admettre que si, c'est aussi l'islam. Ça fait partie de toutes les manières dont l'islam aujourd'hui se manifeste. Et qu'il y a une espèce de gamme d'islam possible entre le soufisme et le djihadisme. Il y a une multitude de versions de l'islam et aucune
ne peut être jugé comme non islamique. Par qui? Par quoi? Mmh. Qui serait le grand chef, le grand Manitou qui irait distribuer des gommettes rouges aux uns et des gommettes vertes Mmh. aux autres pour dire ça c'est le bon islam, ça c'est pas le bon islam. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est encourager le développement de l'esprit critique pour que Oui, chaque musulman, tout comme chaque citoyen d'ailleurs de n'importe quelle croyance, développe sa propre lecture, sa propre interprétation du texte qu'il juge sacré ou pas sacré d'ailleurs, parce que c'est par là que les Lumières ont commencé. ouais, C'est par là bon, Martin Luther, c'est ça, hein, qu'il a enfin, le grand mouvement de départ des Lumières, on peut quand même le situer, chez Martin Luther, hein, la naissance du protestantisme, dire aux croyants: «Lisez la Bible, arrêtez d'écouter ce que vous dit le curé dans une langue que vous ne comprenez pas. On va la traduire cette Bible dans la langue vernaculaire et vous allez apprendre à la comprendre par vous-même et vous allez réfléchir tout seul au sens que vous y donnez et pour ça, vous devez avoir accès à l'instruction». oui. Voilà. Ah oui, l'accès à l'instruction, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure pour reprendre le mot que tu citais, l'éducation, hein. Je pense que c'est pas un gros mot. C'est vrai que l'éducation, elle vaut pour tout le monde et si on se ferme dès le plus jeune âge à la critique, et à ce moment-là, on a toute chance effectivement d'être élevé simplement dans son propre milieu, hein. Moi, je dis toujours, parce que moi j'ai été catholique par le passé, mais c'est vrai que je me dis souvent, c'est quand même extrêmement étrange que souvent on prend pour la meilleure religion la religion précisément de nos parents. C'est quand même extraordinaire d'être toujours bien tombé, hein. Donc à un moment donné, justement, l'esprit critique, c'est peut-être se dire, ça tombe tellement bien qu'il y a peut-être anguille sous roche, qu'il y a peut-être un problème, que c'est peut-être un peu plus Quand compliqué ça que ça tombe la sur vie. votre bien, c'est suspect, oui, oui. Oui, c'est un peu, ça peut être un peu suspect d'être toujours né là au bon endroit au bon moment, Oui, effectivement. tout à fait. Oui, oui, Ben voilà. Écoute Nadia, je te remercie pour cet échange. Je ne sais pas si tu souhaitais avec encore plaisir. rajouter quelque chose. Non, non, écoute, je crois qu'on a fait le tour, hein, Je pense aussi. Je voulais peut-être juste pour terminer, renvoyer à ton excellent bouquin et peut-être en deux mots lire le quatrième de couverture qui situe bien, à mon sens, les questions que l'on s'est posées et que tu as effectivement déjà balayées dans ce livre qui s'intitule donc Fichu voile. Faut-il accepter le port de signes religieux au nom de la tolérance, du multiculturalisme et de la liberté d'expression, ou en limiter l'autorisation au nom de la laïcité, de l'égalité des sexes et d'un vivre ensemble interculturel? Je pense que tu poses là effectivement le, la, la, la ligne de démarcation, le gros dilemme avec les libertés concurrentes qui rentrent justement parfois en collision et dont on a parfois effectivement du mal à trouver une certaine cohérence entre la liberté religieuse et la liberté justement aussi de ne pas croire et de permettre à ceux qui ne croient pas de ne pas être précisément vilipendés par les croyants. Voilà. Donc, je te remercie pour cet échange tout en liberté et voilà, c'était un plaisir et je te remercie encore d'avoir accepté. avec plaisir, merci. Merci Nadia.